Septembre 1939, la Grande-Bretagne déclare la guerre à Elle et à Pau. Allemagne nazie et Elle et à Pau. Artillerie royale se met en position avec un canon de campagne qui a été utilisé pour la première fois pendant la guerre des et à Pau, à l'Essage. Tandis que le Wehrmacht envahit la Pologne avec une artillerie moderne conçue dans les années 1930, les artilleurs britanniques se préparent à combattre avec des armes dont la conception de base remonte à 1904. Les observateurs militaires des deux côtés de la Manche se posent la même question. Comment la Grande-Bretagne peut-elle rivaliser avec des armes obsolètes contre une armée mécanisée moderne? Le canon de campagne de 25 livres, la principale pièce des et à Pau, artillerie britannique tout au long de la Seconde Guerre mondiale, et à Pau, était pas du tout une nouvelle arme. IS et à Pau, agissait des et à Pau, une réinvention intelligente du canon de campagne de 18 livres, le cheval de bataille du front occidental qui avait tiré des millions de cartouches entre 1914 et 1918. Au moment où Neuville-Chamberlain annonçait que la Grande-Bretagne était en guerre, la Royal Artillery disposait des et à Pau, environ 1000 de ces canons convertis prêts à être déployés. Les analystes de la défense ont perçu cette situation avec une grande inquiétude. Ces et à Pau étaient la Elle et à Pau, empire britannique, censé être une grande puissance militaire, partait en guerre avec une artillerie recyclée, tandis que Elle et à Pau, Allemagne utilisait Elle et à Pau, obusier Lev 1805 de Luanto, une conception moderne spécialement conçue à cet effet. L'armée britannique elle-même n'était pas non plus particulièrement confiante. Les officiers supérieurs du War Office savaient que et à Pau, ils envoyaient des hommes au combat avec ce qui semblait être des pièces de musée sur eau. Le Trésor avait privé l'armée d'un financement adéquat tout au long des années 1920 et 1930, laissant aux responsables des achats un choix impossible. Passer des années à développer des systèmes d'artillerie entièrement nouveaux ou à modifier les armes existantes déjà stockées dans des dépôts à travers le pays. Ils ont choisi la modification, une décision qui, à l'époque, semblait être une somme désespérée. Pourtant, ce canon apparemment obsolète allait devenir la pièce des et à Pau, artillerie de campagne la plus respectée de toute la guerre. Les artilleurs britanniques le tiraient avec colère depuis les déserts des et à Pau, Afrique du Nord jusqu'à à Pau, aux forêts de Birmanie. Des plages normandes au pont sur le Rhin. Les forces du Commonwealth d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Canada, d'Afrique du Sud et d'Inde lui feraient implicitement confiance. En 1945, même les officiers des et à Pau, artillerie américains, dont Elle et à Pau, obusier de 105 milliards de mètres étaient excellents, admettaient un respect réticent pour la précision des 25 livres. La réputation de cette arme reposait sur un avantage crucial. Il pouvait placer les obus exactement là où les observateurs avancés le souhaitaient, de manière cohérente, même dans les conditions de champ de bataille les plus difficiles. Alors que Elle et à Pau, artillerie allemande et américaine comptait sur le volume de tir, saturant une zone des et à Pau, obus, le canon de 25 livres pouvait frapper des cibles spécifiques avec ce que les artilleurs appelaient une précision chirurgicale. Une batterie de 8 canons de 25 livres pouvait détruire une position de mitrailleuse à 12 000 mètres sans gaspiller de munitions dans la campagne environnante. Cette précision n'était pas le fruit du hasard. Il est né des et à Pau, une combinaison des et à Pau, ingénierie innovante, des et à Pau, une dure expérience de la Grande Guerre et des contraintes particulières de la crise budgétaire britannique de Elle et à Pau, entre deux guerres. Le fait même que les concepteurs aient été obligés de travailler avec des tubes de pistolet existants signifiait que et à Pau, ils devaient être exceptionnellement intelligents concernant tous les autres composants. Ils ne pouvaient pas simplement concevoir un canon plus gros avec plus de propulseurs. Ils devaient extraire le maximum de performance des et à Pau, un canon ayant déjà servi dans les tranchées de Elle et à Pau, OS. Ce que Elle et à Pau, Establishment militaire considérait initialement comme un handicap, la réutilisation de vieilles armes, S et à Pau, est avérée être Elle et à Pau, arme secrète de la Grande-Bretagne. Le canon de 25 livres servira au combat sur la ligne de front pendant près de 50 ans, bien après la mise au rebut des canons allemands modernes.
Certains tiraient encore avec colère pendant la guerre du Golfe de 1991. Pas mal pour une arme qui a vu le jour lorsque le roi Édouard s'était sur le trône et que l'Héliapo, avion avait à peine été inventé. L'Héliapo, histoire commence véritablement en 1904, lorsque le Royal Arsenal de Woolwich termine les essais des Héliapo, un nouveau modèle révolutionnaire de canon de campagne. Le livreur ordinance QF-18N Héliapo était évidemment pas la première pièce des Héliapo, artillerie britannique, mais il représentait un changement fondamental dans la façon dont les canons étaient conçus. QF signifiait tir rapide, et cette désignation comptait énormément. Les canons de campagne précédents exigeaient que le canon entier recule après chaque tir, obligeant les équipages à tirer à nouveau. Le canon de 18 livres était doté des Héliapo, un système de recul à ressort hydraulique qui absorbait le choc, maintenant à l'Héliapo, affût du canon immobile tandis que seul le canon bougeait. Les équipages pouvaient tirer jusqu'Héliapo, à 20 coups par minute lorsqu'Héliapo, ils étaient pressés, une cadence qui semblait presque de la science-fiction aux officiers des Héliapo, artillerie formée aux armes de l'Héliapo, époque victorienne. Le canon tirait un obus explosif de 18,5 livres, des Héliapo, ou son nom, à une portée maximale des Héliapo, environ 6500 mètres. Selon les normes modernes, ce n'est pas impressionnant, à peine 4 miles. Mais en 1904, il a fait du canon de 18 livres l'Héliapo, un des canons de campagne les plus performants de l'Héliapo, inventaire des Héliapo, une armée. La Royal Field Artillery a commencé à recevoir ses armes en 1906, et au début de la Grande Guerre en août 1914, la Grande-Bretagne en avait environ un /2 cents prêt à l'Héliapo. Action. Ils constitueront l'épine dorsale de l'artillerie britannique tout au long du conflit. Sur le front occidental, le canon de 18 livres a fait ses preuves dans les conditions les plus horribles imaginables. Lors de la première bataille des Héliapo, épée en octobre 1914, les artilleurs britanniques ont tiré continuellement pendant des jours, les canons rougeoyants alors que Héliapo, ils retenaient les avancées allemandes. Lors de la bataille du Somme en 1916, des canons de 18 livres participèrent au bombardement préliminaire qui consomma plus de 1,5 million des Héliapo, obus en 7 jours. Le son pouvait être entendu à Londres, à 230 km de là. Les canons ne tiraient pas seulement sur les tranchées. Ils coupaient et barbelaient, supprimaient les positions des mitrailleuses et fournissaient un soutien rapproché aux attaques des Héliapo, infanterie qui est Héliapo, arrêtée souvent à quelques mètres de la ligne de départ. Les artilleurs ont appris des leçons brutales sur la précision sous le feu. Dans le paysage plat et agité de la Flandre, même une erreur de 50 mètres pourrait signifier que des obus atterrissent sur vos propres troupes plutôt que sur l'Héliapo, ennemi. Les observateurs avancés ont développé des méthodes de plus en plus sophistiquées pour corriger les tirs en utilisant des lignes téléphoniques et plus tard des postes sans fil pour ajuster la visée. Le concept du barrage rampant, un mur mobile de tir des Héliapo, obus qui avançait juste devant l'Héliapo, infanterie attaquante, exigeait une précision que les générations précédentes des Héliapo, artilleurs Héliapo, avaient jamais imaginé nécessaire. En 1918, la Royal Artillery avait accumulé plus d'expérience pratique en matière de tir que n'importe quelle force d'artillerie de l'histoire. Les officiers avaient compilé des volumes de données sur les trajectoires des obus, le comportement du propulseur à différentes températures, les modèles des Héliapo, usure du canon et un millier des Héliapo, autres variables affectant la précision. Ce n'étaient pas des calculs théoriques d'un laboratoire. Ces Héliapo étaient un savoir acquis au cours de 4 années de guerre à l'Héliapo, échelle industrielle. Environ 99,5 millions des Héliapo, obus de 18 livres ont été fabriqués pendant la guerre et une partie importante des Héliapo, entre eux ont été tirés en signe de colère. Lorsqu'Héliapo, armistice fut signé en novembre 1918, la Grande-Bretagne possédait des milliers de pièces de 18 livres dans différents états des Héliapo, usure. Certains avaient tiré des dizaines de milliers de cartouches et nécessitaient un remplacement complet du canon. Des Héliapo, autres étaient presque neufs, ayant été fabriqués tard pendant la guerre.
Tous ont été rangés pendant que l'armée se démobilisait et que la Grande-Bretagne tentait d'oublier le cauchemar des tranchées. Ces canons se trouvaient dans des dépôts tout au long des années 1920, soigneusement conservés, mais de plus en plus obsolètes à mesure que des EAPO, autres pays développaient de nouveaux modèles des EAPO, artillerie. Pourtant, les connaissances institutionnelles demeurent. La Royal Artillery se souvenait exactement de ce qui rendait un canon de campagne efficace dans la guerre moderne. Il comprenait que la précision comptait plus que la puissance brute, que la mobilité affectait la survie, que les équipages devaient se placer et tirer rapidement avant que les tirs de contre-attaque ennemis ne les trouvent. Lorsque viendrait le temps de concevoir une nouvelle arme pour la prochaine guerre, toutes ces leçons du front occidental seraient intégrées dans les spécifications. EAPO, héritage des 18 livres, ne faisait que commencer. Les années 1920 n'ont pas été favorables à l'armée britannique. La Grande Guerre avait mis la nation en faillite, tuant près d'1 million d'hommes et consommant des ressources à une échelle que la Grande-Bretagne victorienne n'aurait jamais pu imaginer. Le Trésor, désespéré de restaurer la santé budgétaire, a réduit les dépenses de défense avec un enthousiasme qui confinait à vindicte. La règle des 10 ans adoptée en 1919 et renouvelée à plusieurs reprises tout au long de la décennie supposait que la Grande-Bretagne ne serait pas confrontée à une guerre majeure pendant au moins 10 ans. Cette fiction commode a permis aux politiciens de justifier le maintien de l'armée avec un budget de famine pendant que la Royal Navy et la toute jeune Royal Air Force se disputaient les restes. Pour la Royal Artillery, les implications étaient sévères. L'Allemagne, malgré sa défaite, réfléchissait déjà à la prochaine génération d'armes. La France développait de nouvelles conceptions des EAPO, artillerie. Même la Pologne et la Tchécoslovaquie investissaient dans des armes modernes. La Grande-Bretagne, quant à elle, ne pouvait pas se permettre de remplacer les milliers de canons de 18 livres entreposés. Les armes à EAPO usaient. Les rayures du canon se sont détériorées avec le temps, même sans tir. Mais concevoir un tout nouveau canon de campagne à partir de zéro coûterait des millions de livres que le Trésor EAPO autoriserait tout simplement pas. Les officiers des EAPO, artillerie de Woolwich, étaient confrontés à un problème mêlant impossibilité tactique et financière. La portée maximale de 9300 mètres des 18 livres, améliorée par rapport à ces 6500 des EAPO, origine pendant la guerre, devenait insuffisante. Les armées modernes étaient plus mobiles et combattaient à de plus grandes distances. Le calibre du canon, 3,3 pouces, délivrait une puissance explosive insuffisante par rapport aux obus plus lourds que des EAPO, autres pays adoptaient. Mais repartir à neuf signifiait concevoir de nouveaux canons, de nouveaux affûts, de nouveaux viseurs, de nouvelles munitions, de nouveaux manuels de formation. Tout nouveau. Le coût serait astronomique, et le Trésor a clairement exprimé sa position. Yen EAPO, il n'y avait pas des EAPO, argent. Le spécialiste de l'artillerie a donc proposé quelque chose de radical. Et s'il n'avait pas conçu une toute nouvelle arme? Et s'il prenait ces milliers de barils de 18 livres stockés et les modifiait? L'idée semblait absurde au premier abord. Vous ne pouvez pas simplement percer un canon des EAPO, arme à feu avec un calibre plus gros et vous attendre à ce que EAPO, il fonctionne correctement. Sauf que peut-être vous le pourriez. Les ingénieurs ont calculé que le canon de 18 livres pouvait être alésé de 3,3 pouces à 345 pouces pour créer ce que EAPO. Ils ont appelé le canon de 25 livres en fonction du nouveau poids de l'EAPO, obus. Les murs en acier seraient plus minces mais toujours dans des tolérances sûres pour les pressions impliquées. La proposition a gagné du terrain en 1933, lorsque la situation internationale a commencé à se détériorer. Hitler était arrivé au pouvoir en Allemagne et, même si la plupart des politiciens britanniques préféraient ne pas penser aux implications, les planificateurs militaires ne pouvaient pas se permettre un tel luxe. Le directeur de l'EAPO, artillerie, a soumis une recommandation formelle, convertir les canons de 18 livres existants plutôt que des EAPO, attendre des années pour un modèle complètement nouveau. Ces EAPO étaient pragmatiques.
C'était abordable et il était essentiel que cela puisse être réalisé rapidement en utilisant l'infrastructure de fabrication existante. Les responsables du Trésor ont adoré l'idée parce qu'elle était bon marché. Les officiers des EAPO, Artillerie et EAPO, ont accepté parce que ces EAPO étaient réalisables. La décision fut prise en 1935 de poursuivre le développement et en 1936, les prototypes étaient en cours des EAPO, essais. Le nouveau livre de 25 pence ne serait pas seulement un livre de 18 livres ennuyés. Les ingénieurs ont conçu un tout nouveau chariot, le M2, qui incorporait des fonctionnalités modernes telles que des traînées divisées pour une plus grande traversée et une plateforme de tir circulaire permettant un tir circulaire sans déplacer l'EAPO, ensemble du canon. L'EAPO, ancien canon de 18 livres trônerait au sommet de cette monture moderne, créant une arme hybride combinant une technologie éprouvée et des innovations contemporaines. Ce compromis ressemblait à une solution de second choix, le genre de solution miracle pour laquelle la Grande-Bretagne deviendrait plus tard tristement célèbre pendant la guerre. Les critiques ont souligné le développement de l'EAPO, artillerie allemande, où les concepteurs créaient des armes modernes spécialement conçues sans les contraintes des vieux canons et des budgets limités. Mais l'approche britannique présentait un avantage sous-estimé. Cela a obligé les concepteurs à être extraordinairement intelligents sur tout, sauf sur le canon lui-même. Ils ne pouvaient pas compenser les limitations par la force brute. Ils devaient intégrer la précision dans chaque composant. Le défi technique était plus complexe que le simple forage de vieux barils. Chaque baril de 18 livres devait être inspecté, mesuré et évalué pour détecter les traces des EAPO, usure. Certains avaient tiré tellement de balles que le tir était presque lisse. Ceux-ci sont partis à la ferraille. Des EAPO, autres présentaient une usure acceptable et pouvaient être usinés avec le nouveau calibre 345. Le processus de forage exigeait une extrême précision. Même un écart de quelques millièmes de pouce affecterait la précision et pourrait provoquer de dangereuses variations de pression lors du tir. La nouvelle coque était un compromis en soi. À 25 ans, il se situait entre le vieux 18 livres et les obus plus lourds tirés par les obusiers. Les concepteurs des EAPO, ordonnances britanniques, ont opté pour un diamètre de 87,6 mm, ce qui leur donnait une flexibilité dans les charges propulsives. l'EAPO, obus pouvaient être tirés avec différentes configurations de charge, de la première charge pour un travail à courte portée à des vitesses inférieures à la charge 3 pour une portée maximale. Ce système de charge variable adapté de la pratique des obusiers donnait au canon de 25 livres une polyvalence inhabituelle. Un seul canon pourrait fournir à la fois le tir direct à trajectoire plate des EAPO, un canon de campagne traditionnel et le tir plongeant à angle élevé des EAPO, un obusier. La conception du chariot représentait l'EAPO, innovation la plus significative. Le chariot M2 comportait des pistes divisées qui EAPO, ouvraient en forme de V, créant une plateforme de tir stable. Entre les traînées, les ingénieurs ont monté une plaque de base circulaire que le canon pouvait parcourir à 360 degrés. Cela signifiait que les équipages pouvaient engager des cibles dans un EAPO, n'importe quelle direction sans malmener toute l'EAPO, arme. Une fonctionnalité qui s'avéra inestimable dans la guerre mécanisée fluide de la Seconde Guerre mondiale. Les canons allemands et américains de l'EAPO, époque offraient généralement une rotation de 45 à 60 degrés. Le livre de 25 pence pourrait tourner complètement si nécessaire. Le frein de bouche était un autre ajout essentiel. Ce dispositif installé à l'EAPO, extrémité du canon redirigeait les gaz propulseurs vers l'EAPO, arrière et sur le côté, contrant une partie de la force de recul. Cela permettait à l'EAPO, affût plus léger de 25 livres de supporter les pressions accrues de l'EAPO, obus plus gros sans que l'EAPO, arme entière ne recule violemment vers l'EAPO, arrière. Les freins de bouche l'EAPO n'étaient pas une nouvelle technologie. Diverses armées les expérimentaient depuis des décennies, mais la conception britannique était particulièrement efficace. Réduisant le recul du feutre des EAPO,
environ 30%. Les systèmes de visée ont reçu la même attention. Le site Mk2 a incorporé des améliorations basées sur 2 décennies d'EAPO, expérience en artillerie. Il comportait des échelles graduées pour la portée et la défection, des niveaux à bulles intégrés pour garantir que le canon était de niveau avant le tir et des réglages pour la dérive du vent, la température de l'EAPO, R et la température du propulseur. Ces variables importaient énormément à plus long terme. Un canon de 25 livres tirant à portée maximale, 13 400 mètres avec une charge de 3, verrait ses obus affectés par des vents latéraux, même modestes. Le site a compensé cela, permettant aux artilleurs d'EAPO apporter des corrections basées sur les rapports des observateurs avancés. l'EAPO, assemblage a commencé en 1938 dans les usines Royal Ordnance Factory à travers la Grande-Bretagne. Le processus de conversion a été méthodique. Retirer le canon de 18 livres de son ancien chariot. Transportez-le jusqu'EAPO, à l'EAPO, installation des EAPO, alésage. Usinez-le au nouveau calibre. Fusillez-le selon le modèle mis à jour. Testez-le en tirant des cartouches d'essai à haute pression. Montez-le ensuite sur le nouveau chariot Mark II. Chaque arme convertie a subi des essais finaux avant des EAPO, être mise en service. La production SEAPO est intensifiée à mesure que la guerre devenait inévitable, mais en septembre 1939, seuls 1025 livres environ étaient disponibles. L'armée en avait besoin de milliers d'autres. L'industrie manufacturière s'est considérablement accélérée une fois la guerre déclenchée. Royal Ordnance Factory Nottingham est devenu le principal site de production, produisant finalement plusieurs milliers de voitures. Le forage de barils a été réparti sur plusieurs installations pour répartir les risques liés au bombardement allemand. En 1940, la production atteignait environ 100 armes par mois. En 1942, ce chiffre avait triplé. L'arme qui était au départ un compromis d'économie budgétaire était désormais fabriquée à l'échelle industrielle. Chacun intégrant ses caractéristiques soigneusement conçues qui en feraient le canon de campagne le plus précis de l'EAPO, inventaire de n'EAPO, n'importe quelle armée. L'EAPO, Afrique du Nord est devenu le terrain des EAPO, et c'est des canons de 25 livres. Lorsque les forces britanniques et du Commonwealth se sont déployées en Égypte en 1940 pour se défendre contre les avancées italiennes depuis la Libye, le désert offrait des conditions totalement différentes de celles du front occidental. Pas d'arbres, pas de bâtiments, pas d'éléments de terrain derrière lesquels se cacher, juste de vastes étendues de sable, de roches et une chaleur torride qui pourrait atteindre 50 degrés Celsius en été. L'artillerie n'avait nulle part où se cacher, et l'ennemi non plus. Les batailles sont devenues des concours de manœuvres et de tirs précis, exactement à l'EAPO, environnement où les avantages des 25 livres brilleraient. La Western Desert Force, rebaptisée plus tard 8e armée, fit des EAPO, à bord face à une artillerie italienne qui les dépassait largement en nombre. Au cours de l'EAPO, opération Compass en décembre 1940, les artilleurs britanniques découvrirent que EAPO, ils pouvaient engager des positions italiennes à partir de distances où les tirs de riposte étaient inefficaces. La portée maximale des 25 livres de 13 400 mètres donnait aux forces britanniques un avantage crucial en matière d'EAPO, impasse. Lors de la bataille de la ville de Bari, les batteries d'EAPO, artillerie royale détruisirent systématiquement les positions de canons italiennes, tirant depuis des positions que les Italiens ne pouvaient pas atteindre. La précision était remarquable. Les observateurs ont signalé que des canons de 25 livres touchaient régulièrement des zones cibles dans un rayon de 50 mètres à des distances supérieures à 10 000 mètres. Puis RML arrive en février 1941 avec l'Africa Corps et tout change. La doctrine de l'EAPO, artillerie allemande mettait l'EAPO, accent sur les tirs agressifs des contrebatteurs. Localisez les armes ennemies et détruisez-les rapidement. Les artilleurs de rame étaient professionnels, expérimentés et équipés des EAPO, armes performantes comme le 105 fil 18.
La guerre du désert est devenue un match des EAPO, échec mortel où les batteries des EAPO, artillerie ont dû tirer puis se déplacer avant que les observateurs allemands puissent diriger les tirs de contre-batterie sur leur position. La traversée polyvalente de 25 livres EAPO est avérée inestimable ici. Les équipages pouvaient tirer dans plusieurs directions à mesure que les cibles se présentaient, puis se préparaient et se déplacer en quelques minutes. Lors du siège de Tobrouk début avril 1941, les artilleurs australiens et britanniques utilisèrent des canons de 25 livres dans des rôles défensifs et de contre-attaque. La garnison détenait environ 72 canons de 25 livres et tirait constamment tout au long des 240 jours de siège. Les forces allemandes ont tenté à plusieurs reprises de percer le périmètre et, à chaque fois, des tirs de 25 livres placés avec précision ont interrompu les attaques. RME lui-même a noté dans son journal l'EAPO, efficacité de l'EAPO, artillerie britannique, commentant que EAPO, il était impossible de concentrer les forces pour une attaque sans être soumis à des tirs des EAPO, au but immédiat et précis. La précision du canon provenait en partie de son système de contrôle de tir sophistiqué. l'EAPO, artillerie britannique fonctionnait avec une structure de commandement centralisée où des officiers des EAPO, observation avancée, souvent positionnés avec des unités des EAPO, infanterie, pouvaient appeler simultanément le feu de plusieurs batteries. Les viseurs calibrés des canons de 25 livres et le système de charge variable permettaient des EAPO, appliquer rapidement des corrections. Si un observateur signalait une augmentation de 2 cents, à droite 50, les artilleurs pourraient effectuer ces ajustements et tirer à nouveau en quelques secondes. l'EAPO, artillerie allemande, bien que EAPO, efficace, fonctionnait généralement de manière plus indépendante avec moins de coordination entre les batteries. Elanin, en octobre 1942, présenta le canon de 25 livres au sommet de son efficacité. La 8e armée de Montgomery rassembla 9 canons au 825 pour l'EAPO, offensive, la plus grande concentration des EAPO, artillerie britannique depuis 1918. Le barrage des EAPO, ouverture du 23 octobre impliquait que ces canons tiraient plus des EAPO, un demi-million de coups au cours des premières 24 heures. Mais il ne s'agissait pas d'un bombardement aveugle. l'EAPO, incendie a été soigneusement planifié et coordonné. Des positions allemandes et italiennes spécifiques ont été ciblées avec ce que les observateurs ont qualifié d'étrange précision. Un officier allemand capturé après la bataille a rapporté que l'EAPO, artillerie britannique, savait exactement où se trouvait chaque canon, chaque poste de commandement, chaque concentration de troupes. Les campagnes dans le désert ont établi de manière décisive la réputation des 25 livres. Au moment où l'EAPO, Afrika Korps se rendit en Tunisie en mai 1943, les artilleurs britanniques et du Commonwealth avaient pleinement confiance en leurs armes. Ils avaient prouvé que l'EAPO, ils pouvaient surpasser les canons allemands équivalents en précision, les égaler en portée et les dépasser en polyvalence. Le canon, que les critiques avaient qualifié de conversion de fortune, était devenu la norme par rapport à laquelle les autres pièces des EAPO, artillerie de campagne, étaient mesurées. La précision légendaire des 25 livres EAPO était pas magique. Ces EAPO étaient la physique et l'EAPO, ingénierie travaillant en harmonie. Comprendre pourquoi ce canon pouvait systématiquement placer des obus dans des zones cibles étroites nécessite des EAPO. Examiner les systèmes mécaniques qui le séparaient des conceptions contemporaines. Chaque composant, du chariot aux munitions, a contribué à un système des EAPO, armes qui considéraient la précision comme l'EAPO, objectif principal plutôt que EAPO, après coup. Commencer par le chariot de trait divisé, une innovation apparemment simple aux effets profonds. Lorsque les traînées EAPO ouvraient dans leur configuration en V, elles créaient une base large et stable qui résistait aux mouvements latéraux pendant le tir. Les forces de recul, même avec le frein de bouche absorbant une certaine énergie, étaient substantielles, déplaçant potentiellement l'EAPO, ensemble du canon sur le côté. Les canons allemands à traînée en caisson ou à traînée simple avaient des empreintes de pas plus étroites et étaient plus sujets à ce déplacement latéral.
La position large des 25 livres signifiait que EAPO, il revenait à la batterie, la position de tir, de manière plus cohérente après chaque tir. La cohérence est le fondement de l'exactitude. La plateforme de tir circulaire amplifiait cet avantage. Boulonnée entre les traînées, cette plaque des EAPO, acier permettait au canon de parcourir 360 degrés sans que l'EAPO, équipage NEAPO, ait à repositionner lui-même les traînées. Plus important encore, il fournissait une surface plane et stable dont les caractéristiques ne changeaient pas entre les tirs. Tirer dans du sable mou ou de la boue avec un affût conventionnel et chaque tir réglerait le pistolet légèrement différemment, modifiant la géométrie et donc le point des EAPO. Impact. La plateforme de 25 livres minimisait ces variations. Les équipages pouvaient tirer des dizaines de cartouches et maintenir la précision du point de visée. Le système de visée incorporait les leçons tirées de millions d'obus tirés pendant la Grande Guerre. Le numéro 11 standard du site de cadran sur le 25 livres présentait des graduations extrêmement fines pour l'EAPO, élévation et la traversée. L'EAPO, élévation pourrait être réglée à un quart de degré près avec une précision similaire. Pour le contexte, à une portée de 10 000 mètres, une erreur d'élévation unique se traduit par environ 175 mètres de déviation de portée. Les viseurs des 25 livres permettaient des réglages bien plus fins que cela. Les artilleurs pouvaient apporter de petites corrections en fonction des commentaires des observateurs, en acheminant les obus vers la cible avec une dépense minimale en munitions. La cohérence balistique comptait énormément. Le canon de 25 livres tirait un obus profilé doté des EAPO, excellente propriété aérodynamique pour son époque. La bande des EAPO, entraînement de l'EAPO, obus, un anneau de cuivre qui engageait les rayures, était usiné avec précision pour garantir des vitesses de rotation constantes. La rotation stabilise la coque en vol, empêchant la chute et réduisant la dispersion. Le contrôle qualité britannique de la production de munitions était rigoureux. Les coquilles provenant du même lot de production auraient des caractéristiques de poids, de dimension et de centre de gravité presque identiques. Cette uniformité signifiait que lorsqu'EAPO, un tireur définissait une élévation et une charge spécifique, l'EAPO, obus suivrait une trajectoire prévisible à chaque fois. Le système de charge variable a ajouté une autre couche de précision. Plutôt que des EAPO, utiliser des munitions fixes dont la charge propulsive était prédéterminée, le canon de 25 livres utilisait des munitions à chargement séparé. L'EAPO, obus était chargé, puis l'EAPO, étui contenant la charge propulsive était inséré derrière lui. Les accusations ont été réparties en 3 tranches. Chargé en 1, le plus petit, chargé en 2 et chargé en 3, portée maximale. De plus, la charge super a été introduite plus tard pour une autonomie étendue. Ce système permettait au tireur de sélectionner la charge optimale pour la distance cible. l'EAPO, utilisation des EAPO, une charge plus faible pour des portées plus courtes signifiait que l'EAPO, obus suivait une trajectoire plus plate, passant moins de temps dans les airs là où le vent pouvait l'EAPO affecter. Le résultat était un regroupement de tirs plus serré à toutes les distances. Les tables de compensation de température étaient un autre élément critique. Le propulseur brûle à des vitesses différentes en fonction de sa température. Les charges froides produisent des pressions plus faibles et des portées plus courtes que les charges chaudes. Les artilleurs britanniques utilisaient des tables de portée élaborées comprenant des corrections pour la température du propulseur, la température de l'EAPO, l'EAPO, usure du canon et même la rotation de la Terre pour les tirs à longue portée. Ce n'étaient pas des conjectures. Ils étaient basés sur des tests exhaustifs et une modélisation mathématique. Appliquer les corrections correctement et le canon de 25 livres lâcherait des obus de manière constante dans un cercle de 50 mètres à portée maximale. l'EAPO, invasion de la Normandie le 6 juin 1944 ramène le canon de 25 livres sur le sol européen pour la première fois depuis Dunkerque. l'EAPO, opération Overlord impliquait le débarquement des EAPO, environ 425 livres le jour J lui-même,
suivi de centaines des EAPO, autres dans les vagues suivantes. L'arme était confrontée à un défi complètement différent de celui de l'Afrique du Nord. Terrain proche, haies, villages, forêts et un ennemi retranché dans des positions défensives préparées. Le désert ouvert avait favorisé les joyaux à longue portée. La Normandie exigeait de la flexibilité et une réponse rapide aux demandes des EAPO, appui-feu de l'EAPO, infanterie. Le pays du Bocquet en Normandie, ces fameux hédros qui transformaient chaque champ en forteresse naturelle, créaient des conditions cauchemardesques pour les attaquants. Les positions de mitrailleuses allemandes, les canons antichars et les équipes de mortiers pouvaient se cacher derrière des talus de terre surmontés des EAPO, une végétation dense, invisible jusqu'à EAPO. À ce que EAPO, ils ouvrent le feu. LEAPO, infanterie ne pouvait pas avancer sans supprimer ses positions, mais il était difficile de les localiser avec précision. Le canon de 25 livres SEAPO est avéré idéal pour ce travail. Des officiers des EAPO, observation avancée accompagnaient les unités des EAPO, infanterie et lorsque EAPO, une position allemande se révélait, le FOU pouvait appeler le feu en quelques minutes. La précision du canon signifiait que les obus pouvaient atterrir à quelques mètres des troupes britanniques sans les mettre en danger. LEAPO, opération Goodwood en juillet 1944 a démontré des tirs des EAPO, artillerie coordonnée à une échelle jamais vue depuis 1918. La tentative de Montgomery de SEAPO, échappée de la tête de Pontcalm impliquait 72 025 livres, tirant un bombardement préliminaire sur les positions allemandes. Le barrage a duré 3 heures et a dépensé plus de 200 000 obus. Contrairement au bombardement de zone aveugle de la Grande Guerre, il s'agissait de tirs ciblés basés sur des rapports de reconnaissance aérienne et de renseignement. Des points forts, des quartiers généraux et des positions des EAPO, artillerie allemande spécifiques ont été engagés. Les évaluations des EAPO, après bataille ont montré que le bombardement avait été des EAPO, une efficacité dévastatrice. Des unités allemandes entières ont été rendues inefficaces au combat avant même que les chars britanniques ne commencent leur avance. LEAPO, adaptabilité du livre 25P est devenue de plus en plus évidente à mesure que la campagne progressait. Au cours des combats de Ruaka, les artilleurs tirent à des portées extrêmement courtes, parfois inférieures à 2000 mètres, utilisant la première charge pour larguer des obus précisément sur les bâtiments tenus par les Allemands. Lors de LEAPO, évasion des files en août, les mêmes canons ont engagé des colonnes allemandes en retraite à portée maximale. La polyvalence des armes signifiait que les batteries des EAPO, artillerie pouvaient prendre en charge des opérations sur LEAPO, ensemble du spectre tactique sans avoir besoin des EAPO, armes spécialisées pour différentes missions. River Crossing a mis à l'épreuve la coordination de l'artillerie jusqu'à ses limites. Lors de LEAPO, opération Plundée en mars 1945 à Recrossing, LEAPO, artillerie britannique a élaboré LEAPO, un des plans de tir les plus complexes de la guerre. Plus de 3000 canons y ont participé, dont plus de 1025 livres. Le barrage impliquait des concentrations chronométrées sur des cibles spécifiques, des écrans de fumée pour aveugler les observateurs allemands et des barges rampantes pour protéger LEAPO, infanterie qui avançait. La précision fiable des 25 livres était essentielle. Les obus devaient atterrir exactement à l'endroit prévu, sinon toute la synchronisation s'effondrerait. LEAPO, opération a réussi en partie parce que les artilleurs britanniques pouvaient tirer précisément quand et où les commandants en avaient besoin. Les artilleurs allemands, une fois capturés, commentaient fréquemment LEAPO, efficacité de LEAPO, artillerie britannique. Les rapports des EAPO, interrogatoires des prisonniers capturés après le passage de Rhin révèlent des thèmes cohérents. La rapidité avec laquelle les canons britanniques répondaient aux appels de tir, la précision de ces tirs et la difficulté de mener des opérations de contre-batterie contre des batteries qui se déplaçaient fréquemment. Un officier des EAPO, artillerie allemand a noté que les canons britanniques semblaient savoir exactement où nous nous trouvions à tout moment, un hommage au système de contrôle de tir intégré qui reliait les observateurs, les postes de commandement et les batteries de canons en un réseau cohérent.
Au moment où les forces allemandes se rendirent en mai 1945, le canon de 25 livres avait tiré des millions de cartouches à travers la France, la Belgique, les Pays-Bas et à Pau, Allemagne. Elle avait soutenu toutes les opérations britanniques et canadiennes majeures, de la Normandie à la Baltique. Montgomery, jamais généreux en éloges sur à Pau, équipement, a décrit le canon de 25 livres comme le meilleur canon de campagne de la guerre. Venant à Pau, un commandant qui avait combattu pendant 2 guerres mondiales. Cette évaluation avait du poids. Le canon qui semblait obsolète en 1939 à Pau, était révélé être la pièce des à Pau, artillerie de campagne la plus performante du théâtre européen. Demandez à à Pau, n'importe quel vétéran de à Pau, artillerie royale qui a servi le 25 livres, et vous entendrez répéter les mêmes thèmes. Fiabilité, précision et une curieuse affection pour une arme qui ne les a jamais laissés tomber. Les comptes Gunner fournissent des informations que les spécifications techniques ne peuvent pas capturer. à Pau, expérience humaine de à Pau, utilisation de cette arme dans les conditions les plus extrêmes imaginables. Ce n'étaient ni des ingénieurs ni des théoriciens. C'étaient des hommes dont la vie dépendait du bon fonctionnement de l'arme au moment le plus important. Le sergent William Ross, qui a servi dans le 2e régiment Royal Horse Artillery en Afrique du Nord, a rappelé la confiance que à Pau, arme inspirait. Vous saviez exactement où allaient vos obus. Les jerry guns pouvaient lancer plus de métal, des obus plus lourds, parfois à plus longue portée, mais nous pouvions atteindre ce que nous visions du premier coup, à chaque fois. C'est à Pau, et ce qui nous a permis de vivre. Ce sentiment apparaît à plusieurs reprises dans les témoignages des à Pau, anciens combattants, à Pau, avantage psychologique de faire entièrement confiance à son arme. Les artilleurs allemands pouvaient tirer des dizaines de tirs à distance pour trouver leur cible. Les équipages britanniques à Pau attendaient à frapper avec leur 2e ou 3e coup après la télémétrie initiale. Les exigences physiques liées au fonctionnement de à Pau, arme étaient considérables. Un livreur de 25 pets en action nécessitait un équipage de 6 hommes travaillant en parfaite coordination. Le commandant du canon contrôlait à Pau, engagement, traduisant les ordres de tir dans des contextes spécifiques. Le poseur exploitait les viseurs, ajustant à Pau, élévation et la traversée. 2 chargeurs manipulaient les munitions, à Pau, un insérant à Pau, obus, à Pau, autre à Pau, enfonçant jusqu'à Pau, au fond et chargeant la charge. à Pau, opérateur de la brèche fermait et ouvrait le mécanisme de la brèche après chaque tir. Finalement, le feu a arraché la longe qui frappait le percuteur. Dans un équipage bien entraîné, la séquence complète, depuis la réception des ordres de tir jusqu'à Pau, à la première balle quittant le canon, prenait moins de 30 secondes. Le bombardier Jens Malistey, qui a combattu en Normandie et en Allemagne, a décrit à Pau, intensité des tirs soutenus. Vos mains seraient à vif, vos oreilles bourdonneraient même avec des bouchons, vos yeux piqueraient à cause de la fumée propulsive. à Pau, arme serait si chaude que à Pau, on ne pourrait pas toucher le canon. Nous tirions pendant des heures, parfois des centaines de coups, et tout votre corps tremblait à cause de la commotion cérébrale. Mais l'arme ne s'est jamais arrêtée, jamais bloquée, jamais en panne. Vous continuez simplement à le nourrir avec des obus et il continue à les envoyer vers le bas exactement là où il devait aller. Des routines de maintenance ont été enseignées à chaque équipage. Après un tir soutenu, les canons devaient être nettoyés pour éliminer les résidus de propulseurs qui pourraient affecter la précision. Le système de recul nécessitait une inspection régulière, les niveaux de liquide hydraulique, à Pau, intégrité des joints et la tension du ressort. Le mécanisme de brèche avait besoin d'être nettoyé et lubrifié. Les viseurs devaient être vérifiés à 0 et ajustés si nécessaire. Ce à Pau n'étaient pas des tâches facultatives. Il faisait la différence entre une arme qui fonctionnait parfaitement et une autre qui pouvait tomber en panne au moment critique. Les équipes à Pau
artillerie britannique était extrêmement fière de El et Apo, entretien de leurs armes, travaillant souvent toute la nuit pour S et Apo, assurer que leurs armes étaient prêtes à El et Apo, action à El et Apo, aube. La fonction de traversée panoramique a suscité des éloges particuliers de la part des équipages qui avaient subi les tirs de contre-attaque allemands. El et Apo, artilleur Thomas Bradshaw servant en Italie a expliqué, Jerry était doué pour repérer nos éclairs de bouche et pour larguer rapidement des mortiers sur nous. Avec le canon de 25 livres, nous pouvions déplacer le feu dans une direction complètement différente sans déplacer tout le canon. Les récits des artilleurs qui ont ensuite servi dans El et Apo, artillerie des et Apo, autres pays sont révélateurs. Le lieutenant David Morton, qui a assuré la liaison avec les unités des et Apo, artillerie américaine en 1944, a noté, les Yankees avaient un bon canon dans leur obusier de 105 mm, sans aucun doute. Mais ils ont été surpris du peu de tirs nécessaires pour neutraliser une cible. On leur a appris à saturer une zone. On nous a appris à atteindre la cible. Des philosophies complètement différentes. Ils respectaient ce que le canon de 25 livres pouvait faire, même S et Apo, ils ne voulaient pas et Apo, admettre officiellement. La victoire en Europe N et Apo, a pas retiré le canon de 25 livres. Elle a commencé la deuxième carrière de El et Apo, armes. Lorsque les forces nord-coréennes envahirent la Corée du Sud en juin 1950, les forces du Commonwealth britannique se déployèrent dans le cadre de la réponse des Nations Unies. Le 25 livres fut confronté à des conditions sans précédent, où les températures tombèrent à -30°C, un terrain montagneux limitant la mobilité et un ennemi équipé de la doctrine et des armes soviétiques. Le fluide hydraulique dans les systèmes de recul S et Apo, épaissi. Les charges propulsives brûlaient de manière irrégulière dans des conditions de gel et les équipages avaient du mal à faire fonctionner les canons avec les mains engourdies. Pourtant, les lubrifiants spéciaux pour temps froid ont été développés pour le système de recul. Les charges propulsives ont été stockées dans des bunkers chauffés et N et Apo ont été avancées que et Apo, immédiatement avant leur utilisation. Lors de la bataille de la rivière Indja en avril 1951, les 25 livres britanniques du 45e régiment de campagne ont fourni un appui-feu crucial au Gloucester. Les canons ont tiré en continu pendant 3 jours, dépensant plus de 10 000 coups et interrompant les attaques chinoises répétées. La précision S et Apo est avérée essentielle. Les positions britanniques étaient si proches des vagues des et Apo, assauts chinoises que les obus ont dû atterrir à moins de 100 mètres des troupes amies. La situation des et Apo, urgence malaise de 1948 à 1960 présentait des défis totalement différents. Le canon de 25 livres opérait dans des bases de tir creusées dans la jungle, fournissant un appui-feu sur appel aux patrouilles qui pourraient soudainement entrer en contact avec les positions ennemies. La capacité de déploiement rapide du canon était cruciale. Les équipages pouvaient tirer une mission de tir et se déplacer en 15 minutes, ce qui était essentiel dans un environnement où les insurgés attaquaient des positions isolées en 1956. Au cours de El et Apo, assaut en parachute sur Port Said, des canons de 25 livres ont été largués par voie aérienne, largués par voie aérienne dans des conteneurs spécialement conçus, puis assemblés et tirés quelques heures après El et Apo, atterrissage. Cette capacité de déploiement rapide avait été développée pendant la guerre mais rarement démontrée de manière aussi spectaculaire. Les canons ont fourni un appui-feu pendant les brèves opérations de combat, même si le désastre politique de Suez a éclipsé toutes les réalisations militaires. El et Apo, Inde et le Pakistan utilisaient tous deux des canons de 25 livres hérités de leur époque en tant que colonie britannique et les utilisaient El et Apo, un contre El et Apo, autre lors des guerres de 1965 et 1971. Les artilleurs pakistanais utilisaient des canons de 25 livres lors de la bataille des Apo, à Zalutar en 1965, tandis que les forces indiennes les employaient tout au long de la guerre de 1971 qui aboutit à El et Apo, indépendance du Bangladesh. Les forces israéliennes ont capturé des canons de 25 livres aux armées arabes et les ont utilisés lors des premiers conflits israélo-arabes.
La présence de cette arme dans les deux camps dans divers conflits témoigne de son omniprésence dans les pays du Commonwealth et des anciens pays du Commonwealth. Ce canon a connu son dernier conflit majeur lors de la guerre des Malouines en 1982. Les forces britanniques ont débarqué des canons légers de 105 mm comme artillerie principale, mais plusieurs canons de 25 livres ont été déployés dans des rôles de soutien. 37 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette arme était encore considérée comme suffisamment fiable pour les opérations de combat. La Nouvelle-Zélande (EAPO) a retiré ses derniers canons de 25 livres que EAPO, en 1989. l'EAPO, armée indienne les a exploités jusque dans les années 1990. Certaines sources affirment que EAPO, une poignée des EAPO, en Re était encore en service dans des pays mineurs jusqu'à EAPO, au début des années 2000, faisant du canon de 25 livres l'EAPO, une des pièces des EAPO, artillerie ayant servi le plus longtemps dans l'EAPO, histoire. Les totaux de production racontent l'EAPO, histoire du succès de l'EAPO, armes. Environ 12 025 livres ont été fabriqués entre 1939 et 1945. Ils ont servi dans la Grande-Bretagne, le Canada, l'EAPO, Australie, la Nouvelle-Zélande, l'EAPO, Afrique du Sud, l'EAPO, Inde et des dizaines d'EAPO, autres pays. Certains furent détruits au combat. Certains ont été démolis après la guerre, mais beaucoup sont restés en service pendant un demi-siècle après le tir de leur premier coup de feu. La longévité des 25 livres pose une question dont les historiens militaires débattent encore. Comment une arme basée sur la technologie de 1904, convertie à partir d'armes obsolètes dans le cadre d'une mesure d'économie budgétaire, a-t-elle surpassé et survécu à l'artillerie moderne spécialement conçue par les pays les plus riches? La réponse révèle des vérités inconfortables sur les acquisitions militaires et la différence entre supériorité théorique et efficacité pratique. Prenons par exemple le Lef 18 allemand, un obusier de 105 mm conçu de toutes pièces dans les années 1930 spécifiquement pour la guerre moderne. Sur le papier, ces EAPO étaient supérieurs. Coque plus lourde, gamme comparable, philosophie de conception moderne. Pourtant, il n'a jamais atteint la réputation de précision que mérite le canon de 25 livres. l'EAPO, arme allemande était plus lourde, moins mobile et ne disposait pas de la traversée polyvalente qui rendait le livre 25 si adaptable. La doctrine de l'EAPO, artillerie allemande mettait l'EAPO, accent sur les tirs de masse plutôt que sur la précision, ce qui fonctionnait à merveille lorsque l'EAPO, Allemagne avait la supériorité en munitions, mais devenait un handicap lorsque les approvisionnements se resserraient. La philosophie des 25 livres, qui atteignait la cible avec une dépense minimale en munitions, l'EAPO, est avérée plus viable dans une longue guerre. l'EAPO, obusier américain M2 205 mm était une excellente arme qui a superbement servi l'EAPO, armée américaine tout au long de la guerre et au-delà. Il était fiable, puissant et produit en énorme quantité. Pourtant, même les artilleurs américains reconnaissaient la précision supérieure des 25 livres. La différence résidait dans les priorités de conception. L'artillerie américaine a été conçue pour une production de masse et une puissance de feu écrasante. Accepter une précision légèrement inférieure comme compromis acceptable. Le canon de 25 livres privilégiait avant tout la précision, acceptant comme coût un obus plus léger. Les deux philosophies ont fonctionné, mais de manière différente. Ce que le processus de conversion britannique a imposé, l'EAPO, est une efficacité impitoyable dans chaque composant, à l'EAPO, exception du canon. Les concepteurs ne pouvaient pas compter sur un canon plus gros ou sur plus de propulseurs pour compenser les limitations. Ils devaient extraire le maximum de performance de ce dont ils disposaient. Cette contrainte a produit des innovations. La plateforme de tir circulaire, le système de visée sophistiqué, les munitions à charge variable qui l'EAPO, aurait pas semblé nécessaire dans une conception vierge. Parfois, les limitations engendrent la créativité d'une manière que des ressources illimitées ne peuvent pas faire.
Les connaissances institutionnelles intégrées dans la conception du canon de 25 livres représentaient 2 décennies d'EAPO, expérience en artillerie distillée dans l'EAPO, ingénierie. Chaque fonctionnalité reflète les leçons apprises. Les pistes divisées résolvaient les problèmes de stabilité observés pendant la Grande Guerre. Le frein de bouche compensait le chariot plus léger. Les viseurs incorporaient des corrections que les artilleurs avaient calculées manuellement lors des conflits précédents. L'art incarnait la mémoire de l'entreprise d'une manière que les nouvelles conceptions créées par des ingénieurs sans expérience du combat ne pouvaient égaler. Les analyses des EAPO, après-guerre effectuées par diverses armées ont systématiquement classé le livre 25P comme le canon de campagne le plus précis de la Seconde Guerre mondiale. Les tests britanniques effectués dans les années 1950 l'EAPO ont comparé à des modèles plus modernes et l'EAPO ont trouvé toujours compétitif en termes de précision, sinon en termes de portée ou de poids de l'EAPO, obus. La précision du canon résultait de l'EAPO, accumulation de petits avantages, des EAPO, une plateforme stable, des EAPO, excellent viseur, de munitions cohérentes et des EAPO, équipages bien entraînés qui se sont multipliés pour donner un avantage global significatif. Aucune caractéristique ne rendait cette arme exceptionnelle. l'EAPO, intégration de toutes les fonctionnalités l'EAPO, a fait. La longévité de l'arme témoigne de sa robustesse et de son adaptabilité. Les pièces des EAPO, artillerie des années 1940 auraient dû être obsolètes dans les années 1970. Remplacées par des armes à plus longue portée, des munitions guidées et des propulseurs améliorés. Pourtant, les canons de 25 livres sont restés en service car ils fonctionnaient de manière fiable dans des conditions capables de vaincre des armes plus complexes. La simplicité, lorsqu'elle est combinée à une ingénierie de précision, crée une durabilité que la sophistication ne peut souvent pas égaler. Le canon présentait moins de points de défaillance, était plus facile à entretenir sur le terrain et pouvait être utilisé par des équipages ayant une formation moins approfondie que les systèmes plus complexes requis. Il y a ici une leçon plus large concernant les achats militaires. Le canon de 25 livres a réussi parce que EAPO, il a été conçu pour résoudre un problème spécifique, fournir des tirs des EAPO, artillerie de campagne précis plutôt que pour répondre à une exigence abstraite de modernité. Ce n'était pas le plus récent, le plus grand ou le plus avancé technologiquement. C'était tout simplement le plus efficace pour atteindre son objectif. Les établissements de défense oublient souvent ce principe, préférant une technologie de pointe plutôt qu'une efficacité prouvée, confondant complexité et capacité. L'arme obsolète qui n'était pas obsolète du tout. La prétendue solution de fortune britannique, née des contraintes budgétaires et des vieux barils, est devenue la référence par rapport à laquelle l'EAPO, artillerie de campagne, était mesurée. Cela a prouvé qu'une ingénierie intelligente, des connaissances institutionnelles et des priorités de conception claires pouvaient triompher du progrès technologique brut. Le canon de 25 livres l'EAPO a pas seulement gagné la guerre. Il définissait ce que devrait être un canon de campagne pour le prochain demi-siècle.